Bonjour à tous ou rebonjour à tous, bienvenue dans cette première étape du coaching proposé par Waldata dans le but de vous aider à manipuler correctement votre logiciel et en interpréter correctement les assistants visuels. On démarre dans quelques secondes, autant laisser tout le monde se connecter. Et on va travailler ensemble plutôt de la partie manipulation aujourd'hui. Voilà, donc pour l'instant il y a quelques participants déjà online. Alors vous avez un chat pour pouvoir poser vos questions et rendre cette session interactive et conviviale. Donc déjà n'hésitez pas à me donner votre avis sur la qualité du son et de l'image. Et puis à poser vos questions bien sûr. Même si on traitera les questions principalement en fin. S'il y a des questions urgentes, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc vous avez un onglet qui s'appelle questions je crois. Qui est assez pratique. Merci Stéphane. Édition image OK. Magnifique. Merci de participer. Alors, on a Adrien, Jonathan, Laurent, Mathieu, Nico. Superbe. Merci à tous pour votre retour. Donc voilà, moi je suis utilisateur de Wallmaster depuis maintenant quasiment 8 ans. Donc c'est un logiciel que je connais évidemment par cœur. Je l'utilise principalement pour les actions et le Forex, donc détecter des opportunités. C'est le but de l'analyse technique, hein, c'est évidemment pas une magie noire ni une boule de cristal. L'analyse technique doit venir en complément du contexte macroéconomique. Donc on vous donnera évidemment pendant ces sessions des astuces pour pouvoir checker un peu toute la partie fondamentale avant de prendre une décision. Hein, moi on fait des erreurs quand on débute et c'est comme ça qu'on apprend. J'ai déjà acheté des actions la veille des résultats, ce genre de choses en départ. Donc maintenant, je suis extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc je vous donnerai deux, trois astuces pour ça. Et puis surtout, quel est mon process de prise de décision. Alors si vous pouvez me noter dans le chat que je sache un peu le niveau de l'assemblée, depuis quand vous avez le logiciel et sur quel type de marché vous intervenez, s'il vous plaît. Si vous pouvez me noter ça dans le chat, ce serait super. Si vous pouvez me noter tout ça. Ça me permettra aussi d'orienter un peu cette première session en fonction de votre niveau. Donc juste pour rappeler, en attendant que vous répondiez aux questions, moi, l'espace de travail que j'utilise principalement pour les actions, c'est celui sur lequel vous êtes actuellement. Donc vous avez une partie ici, Market Analyzer, donc qui permet de détecter des actions en fonction de critères bien définis, en l'occurrence pour ma part, les divergences. Ensuite, vous avez une partie graphique. Hein, je pense que vous avez déjà vu tout ça avec ce qu'on appelle des assistants visuels. J'en ai mis qu'un, j'ai enlevé ceux que j'utilise parce que voilà, le but c'est de vous apprendre à vous en servir vraiment progressivement. Et vous allez voir que finalement, même s'il est ultra complet, le logiciel, il y a tout ce qui existe en analyse technique, j'ai jamais vu ça autre part, il y a vraiment tout. C'est vrai que quand on commence à mettre les mains dedans, il y a tellement de choses qu'on a envie de tout mettre, et moi au début je me rappelle, je mettais tout ce qui était possible, alors j'avais un graphique qui ne ressemblait plus à grand chose. Vous allez voir que si vous tenez une stratégie, en fait, les choses deviennent hyper simples et hyper systématiques. C'est quoi le but de l'analyse technique? C'est pas, encore une fois, c'est pas de deviner si ça va monter, si ça va descendre, qu'on soit sur les indices, sur les actions. C'est de permettre de détecter une tendance, de détecter un potentiel retournement de la tendance, déterminer un plan de trading, un money management, un stop loss d'invalidation, un take profit, et puis de prendre sa décision derrière d'entrée. Donc c'est ça, et d'assurer surtout un bon timing d'intervention. C'est ça d'abord le but de l'analyse technique. Donc voilà, il faut bien comprendre avant à quoi sert quand même l'analyse technique, qui n'est pas forcément toujours bien présentée hein, sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Voilà, vous connaissez un peu tout ce qui peut exister. Le but premier, c'est d'assurer un bon timing d'intervention. Et pour ça, le logiciel s'y prête parfaitement. Alors Stéphane, qui nous dit qu'il utilise le logiciel lui depuis 4 mois et qui traite des indices DAX et DO. Parfait. Donc bon, ce qu'on va voir là aujourd'hui pour les actions, ça s'appliquera parfaitement au DAX, au DO ou même au Forex, donc il n'y a pas de problème avec ça. Jonathan, qui a Trade Decoder pour l'instant, qui est le très bel outil aussi online.
On pourra voir également, peut-être la semaine prochaine, Thread Decoder également pour pouvoir avoir un espace cohérent. Moi, c'est vrai que je suis tellement habitué à Wallmaster, Thread Decoder est génial et je pense que Walldata a eu raison de créer cette version online parce qu'elle est plus souple, on va dire, hein, puisque c'est du flash ou en tout cas c'est sur Internet. Et je suis tellement habitué à Wallmaster que j'aime rester dans le logiciel, moi pour ma part, même si les deux sont très bien. On va dire que quand je vais en séminaire ou quand je vais à l'extérieur de mon bureau, j'utilise Thread Decoder et au bureau ou à la maison, j'utilise Wallmaster. Donc il y a 2 personnes qui sont présentées. J'aimerais bien que les autres puissent noter un peu leur profil, essayer de participer un petit peu au live s'il vous plaît. C'est un peu convivial les amis. Mettez-moi également si vous utilisez les divergences. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt que de démarrer dans mon espace, donc vous voyez, il y a quelques market analyseurs, vous avez 3 graphiques. Ce que je vous propose, c'est de partir d'un espace tout vide. Ça va être encore plus facile. Comme ça, moi, vous allez bien pouvoir, comprendre les manipulations. Donc, on va partir d'un espace de travail complètement vide qu'on va appeler mise en place RB. Donc, mise en place de l'espace Romain Bayeul. Stéphane qui nous dit qu'il utilise Divergence depuis un mois. Et j'espère que vous allez avoir des belles surprises dans cette vidéo, des petites astuces. Donc là, le thème du jour, encore une fois, c'est manipulation et interprétation des choses pour les actions, notamment les actions françaises. Voilà, alors on part d'un espace complètement neutre. La première chose, c'est d'abord, avant même de mettre les market analyzers, on va d'abord placer les graphiques et on va essayer de vous expliquer l'interprétation cohérente des assistants visuels. Donc on va commencer à mettre un graphe, c'est quand même la base de notre métier. Donc moi je prends le graphique de base qui est déjà prêt à l'emploi dans l'outil qui s'appelle Divergence Pro. Donc quand vous avez le module Divergence, vous regardez, hein, si vous recliquez sur graphique ici, donc juste pour info, cette petite barre ici en haut, qui quand on a un petit écran, ce qui n'est pas mon cas, mais je sais que certains d'entre vous utilisent ça sur des écrans 16 pouces ou 13 pouces, bien, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici en haut à droite, qui vous permet de cacher la barre, donc de gagner un peu d'espace. Petite astuce, et elle réapparaît à partir du moment où vous cliquez sur les onglets, et dès que vous recliquez dans votre graphique, elle disparaît. Mine de rien, ça fait gagner un peu de place, donc je vous invite à le faire, c'est un peu plus de place. Donc on va mettre un graphe, et donc vous avez toute une liste de graphiques qui sont déjà pré-configurés en fonction des différentes stratégies que vous avez, en fonction des AT experts que vous avez. Donc moi j'utilise de base le graphique qui s'appelle Divergence Pro, tout simplement, qui est là. Hop, AT expert Divergence Pro, on va le retrouver. Il est où le coquin? Il est là, voilà. Donc il vient se mettre sur mon écran du haut, voilà. Donc là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On va se mettre sur le CAC, par exemple. Voilà. Alors, la première étape, moi, ce que je fais, encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner mes réglages et mon espace. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai la science infuse. Simplement, c'est ce que moi, j'utilise au quotidien. Les divergences, je les recherche que sur le RSI. Donc, l'AT Expert Trend Indicator, qui est un bel outil développé par Walldata, le WTI, je ne l'utilise pas. Donc, je vais mettre la petite croix. Et je vais laisser le RSI. Encore une fois, ça permet de gagner un peu de place, d'avoir un graphique assez clair. Je vais vérifier ici, vous avez l'assistant visuel des divergences. Alors évidemment, il n'y a pas de divergence sur le CAC 40. Mais je vais vérifier les réglages et je vais vous inviter à mettre les mêmes que moi, ici dans Divergence Pro. Vous allez cliquer, vous avez vu, vous avez en deuxième bouton un marteau qui permet de régler les choses. Donc je vous invite, faites-le plus tard, hein, regardez bien cette vidéo, vous le ferez un peu plus tard. Vous cliquez là. Et donc, il y a cette petite fenêtre qui vient s'afficher, qui permet de régler la détection de divergence selon des critères qui vous sont propres. Moi, en l'occurrence, je n'utilise pas les plus hauts ou les plus bas, mais j'utilise les corps des chandeliers.
Pourquoi? Parce que le RSI est calculé sur les clôtures. Donc je vais plutôt utiliser les corps des bougies. Donc je sais que de base c'est écrit c'est sur les plus hauts et les plus bas. Moi je prends les corps. Alors, pas les corps de clôture, mais les corps des chandeliers. Ensuite, en méthode de détection, soit on les détecte sur la bougie en cours. Donc le truc, c'est que c'est un peu plus réactif, mais vous avez des fois des divergences qui apparaissent et qui disparaissent parce que la bougie à 10 heures du matin, ça fait une divergence, mais baissière par exemple. Mais si finalement la séance l'après-midi est haussière, on n'aura plus de div et ça peut vous induire en erreur. Donc je préfère entrer un poil plus tard, mais du coup avoir les bougies clôturées, du coup rentrer un peu plus tard, mais avoir plus de probabilité de succès. Donc je mets barre clôturée, qui veut dire bougie clôturée, pour info. Les paramètres de détection, donc je veux minimum 4 bougies sur les divergences, avec une ancienneté maximum de 40, ce qui est déjà beaucoup. On peut même mettre 20 si on veut. Mais moi je laisse 40 parce que j'aime bien voir si elles ont fonctionné ou pas, par exemple sur certaines que j'ai pas prises parce qu'il y avait tel ou tel critère qui ne me plaisait pas. Ça me permet quand même de me faire des probabilités, même si je les fais pas toutes dans un tableau Excel, hein, mais globalement de voir, ah bah merde, celle-là elle avait marché, ou oh celle-là j'ai bien fait de la suivre, etc. Dans les différents indicateurs, donc ce qui est assez génial, c'est que vous allez pouvoir les surveiller sur 4 indicateurs simultanément, vous avez une liste d'une dizaine. Moi je les mets que sur le RSI. Donc ça veut dire que le 2, 3, 4, j'ai choisi dans la colonne, j'ai choisi aucun indicateur. Ce qui permet de se concentrer sur les divergences RSI. Pourquoi je fais ça? Ça ne veut pas dire que les divergences sur d'autres, elles ne fonctionnent pas, mais le RSI, c'est l'un des plus vieux indicateurs et les plus utilisés. L'analyse technique, c'est finalement un peu autoréalisateur. Donc, autant utiliser ce que les gens utilisent le plus. Et en plus, il y a déjà suffisamment de signaux. Donc, plus on utilise d'indicateurs, plus on a de signaux, mais plus on a aussi de faux signaux. Et toute ma méthode est basée sur la probabilité et le money management. Donc, sur le RSI, ça me suffit, ça va bien. Et j'en profite pour dire bonjour à Catherine qui vient de se connecter. Je mets toutes les valeurs de la liste. On pourrait éventuellement afficher que les valeurs avec divergence. Ça permet de filtrer et d'avoir effectivement que celles sur lesquelles on doit se concentrer. Donc voilà, donc je répète d'abord dans les paramètres généraux de la détection de divergence. Le petit bouton sur lequel vous devez cliquer, c'est là-dedans dans votre assistant visuel. C'est le deuxième bouton, celui-là, qui permet d'avoir ce panneau ici de critères techniques. Je répète les critères pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, on choisit corps des chandeliers. Ici, on prend barre clôturée. Ici, on laisse de base 4 bougies, etc. Ici, on met que le RSI. Et ici, on affiche que les valeurs avec divergence. Comme ça, vous allez avoir un filtre qui est déjà, qui vous prémâche le truc, et sur lequel vous avez déjà gagné beaucoup de temps. J'efface ces petits trucs jaunes là. Hop, voilà. Donc en validant, normalement si on a un market analyzer, ça va le recalculer, mais là au moins on a les bons critères et je vous invite, dès que vous faites des modifications dans un espace, parce que l'informatique, vous connaissez, hein, c'est fiable, mais il y a le risque zéro n'existe pas, je vous invite à toujours sauvegarder les choses, donc faites enregistrer à chaque fois que vous ajoutez un truc. Comme ça, au moins, si votre ordinateur s'éteint, si vous avez une coupure de courant, j'en sais rien, au moins c'est enregistré. Voilà. Moi, pour les moyennes mobiles, je vais utiliser 3 moyennes mobiles. Alors, je ne m'en sers pas forcément dans mes prises de décision, mais ça permet de lisser la tendance d'un actif. Hein. On dit en général que quand on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont en pente haussière, on a une tendance fortement haussière. Là, ce qui est le cas sur le CAC. J'utilise les moyennes mobiles 20 et 50 et la 200 aussi pour le long terme. Donc, on va apprendre à modifier les périodes de temps des moyennes mobiles. Donc ici, vous avez vu dans le graphique, sous la période de temps, on est en haut à gauche du logiciel, on est là. On a tout ce qui est installé sur notre graphique. Donc si on avait mis la bande de Bollinger, on aurait la bande de Bollinger, les points pivots, tout ce qu'on a. Moi, j'ai que 2 moyennes mobiles, là, pour le coup. Donc, je vais vous montrer comment modifier. Il suffit de cliquer sur MME, par exemple, et on a ce petit tableau qui s'ouvre, qui va permettre de mettre une autre temporalité. Alors on peut le faire aussi différemment, mais on fait comme ça. Donc vous avez ce petit tableau qui s'ouvre, et dans période, ici, vous avez écrit 10. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne mobile 10 exponentielle, MME exponentielle. Donc moi je vais mettre la moyenne mobile 20. Donc j'ai juste à changer le chiffre. Ici, je mets 20 et j'appuie sur la touche entrée. Je vais faire la même chose dans la moyenne mobile du dessous. Et je vais mettre 50. Voilà. Et on
voit qu'en temps réel, et je fais OK, on voit que les moyennes mobiles ont évolué. Je peux aussi le faire autrement avec l'AP MI ici, là, où je peux changer avec, et vous voyez ici, ça évolue en direct. Et on peut changer là aussi si on veut, pour aller un peu plus vite. C'est pas le but d'aller trop vite non plus. Si on veut ajouter une moyenne mobile, je vous ai parlé de la 200, donc on peut ici cliquer sur le bouton ajouter indicateur, le deuxième en partant de la gauche, qui va nous permettre de mettre ce qu'on veut en plus. Donc on a une liste des indicateurs disponibles. Vous voyez tous les indicateurs possibles et imaginables. Donc on va aller chercher MMA, 0 tracas, 0 blabla, MMA, moyenne mobile arithmétique. Voilà, et on va mettre là 200. Donc je reclique sur, et on voit qu'il y a une troisième moyenne mobile qui vient de s'installer. Je vais cliquer ici, et je vais mettre là 200. Et je la veux rouge, quelle que soit la pente. Donc pour changer les couleurs, là ici c'est la case pour changer les périodes, eh bien vous allez sur les couleurs. Est-ce que je veux que quand ça monte ce soit vert et quand ça baisse ce soit rouge, ou sinon est-ce que je veux que ce soit rouge partout? Vous avez juste à changer la couleur et derrière à venir choisir la couleur de votre choix. Si vous aimez le rose par exemple, je sais que beaucoup de femmes commencent à venir dans le training et vous voulez un truc un peu féminin, vous pouvez mettre du rose. Si vous voulez du noir, vous pouvez mettre du noir. Voilà, moi je mets du rouge parce que la grosse 200, c'est une moyenne mobile très importante. Là, j'ai un truc qui est un petit peu plus qui correspond un peu plus à ce que j'utilise. Voilà. Pour info, vous voyez ce que je viens de faire. Quand on double-clique dans le graphique se met en grand écran. Si on double-clique sur le RSI se met en grand écran. Ce qui est assez pratique parce que vous allez voir que moi j'ai un critère bien précis pour les divergences avec une histoire de bruit. Donc si on veut voir si le bruit est cassé, moi je double-clique dans le milieu du graphique pour permettre d'avoir un peu plus de visuel plus confortable. Donc vous voyez par exemple, je dis qu'il n'y a pas de divergence sur le CAC, mais c'est faux. À la bougie si on clôture comme ça, 1, 2, 3, 4, donc c'est une toute petite div. Je peux déjà vous la tracer, donc c'est normal que le logiciel ne l'ait pas vu encore, puisqu'on lui demande bougie clôturée. Donc il faut attendre la fin de séance. Je vais vous la tracer à la main. Faire ça propre. C'est une toute petite divergence, bien sûr. Alors, vous l'avez reconnu. Je le fais assez rapidement, désolé. Et le bruit donc n'est pas encore cassé. Donc, on peut mettre des petites alertes. Je vous montrerai ça juste après. Donc ça, c'est une autre astuce, de double-cliquer dans votre graphique. Donc là, on a déjà une partie graphique qui est assez intéressante, dans laquelle on a tout ce que j'utilise. Vous pouvez ajouter des assistants visuels. Donc là, vous avez l'assistant visuel divergence. En l'occurrence, il n'y en a pas encore de détecté, donc il n'y a pas d'info. Mais en cliquant sur la petite baguette magique, qui est le troisième bouton en partant de la gauche, en haut à gauche de votre graphique, vous allez pouvoir ajouter. Vous avez tout un tas d'assistants visuels disponibles. Vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses. Donc vous avez des choses qui sont géniales, qui s'appellent Chart Expert, qui vous permet d'ajouter les supports et les résistances. Vous avez probabilité de retournement, qui est assez génial aussi, qui vous met, est-ce qu'il y a une forte probabilité de retournement ou pas. Le tendance et timing, qui est bien aussi quand on débute, vous en avez plein. Les risk management, alors, on va essayer d'en mettre quelques-uns. Donc vous voyez par exemple Chart Expert. Là, ils se sont mis les uns sur les autres, c'est pas très grave, on a juste à en déplacer un. Voilà. Donc on a des supports et des résistances qui sont tracés automatiquement par le logiciel. S'il vous plaît, ne mettez pas trop de choses, ne chargez pas trop la mule sur vos graphiques. Donc là, juste pour voir ce que nous donne le graphe comme info, c'est qu'on est évidemment en tendance très haussière, il n'y a pas besoin d'être analyste ni trader pour le savoir. On n'a pas encore de signal de retournement, même si on a une petite divergence toute petite qui gentiment se met en place. Et on n'est pas sur une résistance, puisqu'on est sur un plus haut historique, et on n'a aucune probabilité de retournement d'après les indicateurs. Je vais juste enlever Chart Expert pour que ce soit plus clair pour vous dans les manipulations, même si je l'utilise évidemment régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour la partie graphique, pour avoir le graphique qui a le plus de succès, en tout cas celui que j'utilise au quotidien. Est-ce que pour l'instant ça va au niveau rapidité, vitesse? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Alors, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà par cœur, je suis désolé, il en faut pour tout le monde. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous suivez? Ou est-ce qu'éventuellement vous avez déjà des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? N'hésitez pas les amis, on est là pour ça. C'est précieux du temps. Donc là, vous avez un beau coaching qui vous est offert. Donc profitez-en.
pour poser toutes les questions que vous avez. J'imagine que vous êtes en train de taper sur votre ordi. Pas de questions. Ah oui, pas de questions pour Jonathan. Nickel. Ok. Alors là, on va passer à l'étape numéro 2 qui consiste à détecter des divergences. C'est bien gentil d'avoir un beau graphique, mais encore faut-il que la puissance de votre Wallmaster soit mise à rude épreuve pour vous détecter des opportunités potentielles. Donc pour ça, je vais évidemment enregistrer mon espace parce que je lui ai appliqué des modifications. Et pour ça, on va mettre ce qu'on appelle un Market Analyzer. Donc c'est là où la Walldata fait la différence par rapport à ce qui existe, bien sûr Catherine, par rapport à ce qui existe sur le marché. Je n'ai jamais vu d'autres outils aussi puissants. Donc on va aller dans Outils, Market Analyzer, et on va choisir le market qui nous intéresse. Donc on a beaucoup de choses. Évidemment, plus vous avez de méthodes dans votre outil, plus vous avez de market analyzers différents. Vous avez les outils de base, recherche de retournement, détection des chandeliers, tendance et timing. On va ajouter Divergence Pro à notre espace de travail. Donc ouvrir. Alors évidemment, je suis hors ligne pour garantir une fluidité totale de la vidéo. Donc, il y a peut-être des choses qui ne seront pas tout à fait les mêmes que les autres. Donc ce market, si vous l'ouvrez, il vient un peu au milieu comme ça, de nulle part. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez rester cliqué. Vous avez vu au milieu, là j'ai un losange qui apparaît. Et donc on a le choix de le mettre ou à droite ou à gauche. Moi je le mets à gauche par habitude. Et donc ensuite, on va venir en plaçant sa souris entre les deux éléments, donc entre le market et le graphique, on va venir régler son écran de façon à voir toutes les infos que nous donne le Market Analyzer. Voilà, c'est rien d'aller là, évidemment, on perd de la place, on va le mettre au plus juste, et on verra cette colonne validation de divergence, comment on peut éventuellement la retirer, même si elle donne des infos intéressantes, pour gagner un peu de place. Donc là, on a des infos, on vérifie les critères de détection, ce sont les mêmes que celles qu'on a demandées tout à l'heure. Donc on a accord des chandeliers, barre clôturée, n'hésitez pas à checker si c'est les bons critères, parce que parfois on modifie ceux des graphes, mais on n'a pas modifié ceux du market. Vous voyez là par exemple, je veux que les divergences pour avoir les deux mêmes critères sur les deux. Donc il va me recalculer. Les choses, de façon à avoir, et je vais redéplacer ça. Donc vous voyez que ce petit, quand je clique sur quand on a parfois des assistants visuels qui viennent les uns sur les autres, vous avez une petite flèche noire ici qui vous permet, grâce à ce petit pavé, de venir les mettre où vous voulez, vos trucs, donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas. On va laisser en haut à droite. Donc là, sur le CAC 40, on a deux divergences. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a Thales. Donc encore une fois, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas des conseils en investissement financier, c'est vraiment de l'interprétation. Donc, pas prendre les choses comme telles, même si je vous avoue que je me suis déjà placé sur L'Oréal la semaine dernière. On a deux divergences, c'est assez super. On a une divergence haussière, puisqu'elle est verte, et une divergence baissière, puisqu'elle est rouge. Pour ceux qui seraient éventuellement, ceux qui ne voient pas les couleurs, daltoniens comme moi, vous avez juste à passer votre souris dessus pour avoir des détails. Alors moi, ça s'affiche sur le deuxième écran du haut. Mais sinon, ici, vous voyez bien que ça monte sur l'indicateur et que ça baisse en bas. Donc voilà comment on peut détecter si c'est une haussière, si c'est une baissière. On a plusieurs informations. Depuis combien de temps la divergence est-elle apparue? Donc 3B, ça veut dire depuis 3 jours, 3 bougies, puisqu'on est en journalier. Et évidemment, faites attention à bien être sur la même unité de temps entre votre graphique et votre Market Analyzer. Si vous êtes en semaine ici, ce ne sera pas les mêmes infos. Puis vous allez appeler le service technique Walldata en disant je ne vois pas la divergence sur ArcelorMittal. C'est normal, on est en hebdo dans la market et sur le graphique, on est en jour. Donc faites attention à bien être sur les mêmes unités de temps. La profondeur d'analyse, plus vous allez mettre un jour sur X années, plus il va faire de calcul puisqu'il va regarder toute la période de temps donnée. Donc évidemment, si vous mettez jour sur 50 ans et que vous utilisez 2-3 markets, votre ordinateur il risque de surchauffer un petit peu. Donc essayez de mettre 2 ans, c'est suffisant.
pour les divergences. Ça fera moins travailler votre ordi. Sur le graphique, on peut mettre un peu plus, si on veut regarder un peu les niveaux clés. On peut mettre jour sur 10 ans, par exemple. Ça permet d'avoir un peu plus d'historique et de pouvoir regarder si on a bien des diffs sur un support ou sur une résistance. Ensuite, on a une deuxième info qui est l'évolution de l'action en question depuis la détection de la divergence dans le logiciel. Par exemple, Thales, depuis la détection de la divergence, elle a pris 4,96. C'est pas mal. L'Oréal, depuis la divergence baissière, elle a perdu 1,85. Donc ça permet aussi, même si on a l'information du timing dans le feu qui peut être vert, orange ou rouge, donc comme en voiture, feu vert c'est bon, orange attention, rouge c'est trop tard. Il paraît logique qu'une divergence baissière sur laquelle on veut éventuellement se positionner, si l'action a déjà perdu 15%, ce ne soit pas le meilleur timing d'intervention. Donc ça donne l'info, l'évolution, et moi je m'en sers aussi pour suivre les choses. Encore une fois, une divergence que je n'aurais pas pris parce que tous les critères ne me séduisaient pas. Si je vois que derrière le titre il a pris 25%, bien je vais être un peu frustré, mais ça va me renforcer sur l'efficacité de la méthode. Ensuite, on a la notion de ratio risque-reward. Alors on va se mettre sur L'Oréal justement pour pouvoir voir ça d'un peu plus près. Petite parenthèse sur le graphique, des fois on est comme ça, on a fait un peu n'importe quoi, puis on n'arrive pas à voir clairement et on ne sait plus trop quoi faire. Vous avez ici 3 petits boutons, le plus pour zoomer, le moins pour dézoomer et les petites flèches noires qui vont vous remettre ça aux petits oignons. D'accord? Donc ça, des fois, moi je me rappelle, des fois je suis comme ça, je dis mince, j'ai trop zoomé, hop, on gagne du temps, la petite flèche noire, ça revient normal. Et deuxième astuce, vous avez ici un petit marteau qui nous permet de changer les paramètres du graphique. Il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir quand on clique sur le petit marteau. Vous avez un deuxième marteau ici. Propriété. Je suis en train de voir que le DAX se met à baisser. On va pouvoir changer le fond du graphique si on en veut. OK. Si on veut, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien mettre autre chose, alors je vais vérifier si OK. Non, tout est bon pour moi. OK. Donc là sur L'Oréal, qu'est-ce qu'on a comme info? On a une divergence baissière, elle est géniale, elle est déjà un petit peu consommée puisque on a déjà eu une baisse de 2% quasiment du titre, elle est déjà depuis une semaine. Il y a une probabilité de retournement pas extraordinaire. Par contre, si je connais un peu l'analyse technique, je vois qu'il y a un beau gap à combler. Ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai prise mercredi dernier. Je crois que je l'ai prise le 11 novembre, si je ne dis pas de bêtises, ou mardi dernier, ou lundi. Enfin bon, bref, je l'ai prise le 11 novembre. Donc, on est déjà un petit peu en gain là-dessus. Voilà. Cela dit, qu'est-ce qui a permis de privilégier cette divergence plutôt qu'une autre? Ça, c'est vraiment, là, on va rentrer dans le dur du sujet. On va rentrer dans l'interprétation. Parce que c'est humain. Parfois, on achète un outil, on s'offre quelque chose pour être plus performant, on investit de son capital et c'est vrai que parfois, c'est mieux d'investir sur soi-même et d'acheter un outil plutôt qu'une action. Mais on est un peu pressé, c'est-à-dire qu'on a acheté l'outil de divergence, on l'a installé sur son poste, on veut tout de suite prendre une divergence et forcément, il faut des critères de sélection. Derrière, il faut encore filtrer pour avoir un meilleur taux de succès. Et je me souviens que, bon, vous devez le savoir, vous m'avez sûrement reconnu. Moi, j'ai travaillé chez Waldata aussi. C'est là où j'ai découvert l'analyse technique, d'ailleurs, au passage. Je me souviens d'utilisateurs qui disaient bah ouais, mais celle-là, elle n'a pas marché, machin. Mais monsieur, regardez, vous aviez ça, vous aviez... Ah ouais, je savais pas. Donc, le but de ce coaching, c'est vraiment de vous donner tous mes secrets. Pour la perfection n'existe pas, hein, je me prends des stops comme tout le monde, mais pour essayer justement d'être le plus précis possible. Alors, moi, j'utilise 2 astuces. La première astuce, c'est la notion de force relative. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La force relative. Est-ce que quelqu'un connaît la force relative dans le chat? D'ailleurs, je crois que Waldata propose des formations sur la force relative. Et quand vous travaillez les actions, c'est vraiment quelque chose à maîtriser. C'est vital. C'est la base. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, on oublie le CAC. On ne fait pas forcément de relation entre les actions et le CAC, mais finalement, le CAC, il évolue en fonction de ce que font les actions. Elles ont toute une pondération plus ou moins importante, mais ce n'est pas le CAC qui fait bouger les actions. C'est l'évolution des actions qui fait bouger le CAC.
Hein, on l'a bien compris, ça, même si aujourd'hui, avec les contrats futurs, les produits dérivés, le trading à haute fréquence, etc., il y a un rapport un peu fou, les marchés sont un peu fous. C'est pas le CAC qui fait bouger les actions, c'est le contraire. Donc il est important, quand on travaille les actions, de regarder la tendance du CAC, de dire voilà, quelle est la tendance actuelle du CAC 40 et quel est le rapport entre l'action en question et son indice de référence. Et donc pour ça, on va utiliser la force relative. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser deux autres graphiques dans son outil, dans son espace de travail. Donc je vais aller sur Outils. Alors d'abord, je vais enregistrer les modifs que j'ai faites. Voilà. Ensuite, je vais aller sur Outils. Mais d'abord, pour éviter de refaire les mêmes réglages que j'ai fait sur mon graphe, parce que du coup, si je réouvre le graphique divergent, je vais devoir remettre une autre moyenne mobile, je vais devoir rechanger les trucs. Je vais enregistrer ce graphique-là comme modèle. Comme ça, je le retrouve directement dans ma liste et je n'ai pas à me refaire les modifs qu'on a vus. Donc pour enregistrer non pas un espace de travail, mais un graphique donné, eh bien, on va toujours pareil, cliquer sur ce petit marteau. Il y a cette petite barre qui arrive. On va recliquer sur le marteau et on va faire enregistrer comme modèle. Et donc là, on a cette fenêtre qui apparaît. Je remontre la manipulation pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et je suis très content parce que je suis short sur le Dow Jones, sur le DAX, pardon, et il est en train de dégueuler. Excusez-moi, hein, parfois je jette un coup d'œil au marché. Je vous rappelle que c'est mon métier. Voilà, moi j'ai pas grand-chose d'autre dans les mains que le trading, et c'est mon job. Voilà, je suis trader indépendant. Donc voilà, je suis en position, j'ai un full, et donc je suis content parce que ça baisse. Bref, je remontre. Ici, petit marteau. Si j'avais un marteau, je reclique sur le marteau et on va enregistrer comme modèle. Et on va l'appeler mon graphique de base. Voilà, est-ce que vous avez tous suivi ? Ok, comme ça on retrouve ce graphique dans Outils, Graphique, et ça évite de se retaper et de remettre les divs, les machins, les trucs. Ok, ça fait encore plus gagner du temps. Et donc dans la liste de mes graphiques disponibles, je vois mon graphique de base. Comme ça, il est déjà tout prêt. Et j'ai plus qu'à le glisser sur le milieu du losange pour l'avoir en onglet. D'accord ? Donc comme ça, là les deux sont liés, donc c'est-à-dire que si je clique sur une valeur, eh bien il va changer et sur le titre le graphique 1 pardon, et le graphique 2. Moi, pourquoi je mets un deuxième graphique ? Parce qu'on va mettre un graphique d'abord sur l'hebdomadaire. Donc, jour, non, semaine, hebdomadaire. Je vais mettre semaine sur 10 ans afin de pouvoir voir si on est sur une zone. Des divergences, il y en a plein, il y en a tout le temps. Un premier gros filtre, même avant de parler de la phase relative, c'est que on est bien plus performant à prendre les divergences qui apparaissent sur des zones clés. Ça veut dire quoi ? Vous voyez, Thales, je l'ai prise aussi, Thales, je l'ai dans mon portefeuille, parce qu'en hebdomadaire, donc l'unité du dessus, l'unité de temps supérieure, on est sur une zone de, donc je vais vous la tracer, on va la faire en bleu, on est sur une zone de support. C'est pas non plus le support de l'année, hein, mais c'est une zone qui a tenu en novembre 2017, qui a fait office de support à l'époque. Donc ça va ajouter du succès. Pourquoi ? Parce qu'une divergence en soi, c'est pas magique, c'est juste un truc qui nous montre l'essoufflement d'un actif boursier qui ne peut pas ni monter jusqu'au ciel, ni descendre jusqu'à zéro, même si c'est possible bien évidemment, mais on se comprend. Et donc, je les trouve bien plus efficaces, celles qui apparaissent dans des zones majeures. Une divergence baissière comme L'Oréal, j'ai fait une petite exception,
Ça, c'était grâce à la force relative. Vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, si vous appliquez ce filtre dans votre portefeuille et que vous vous dites que voilà, je vais écouter Romain et je vais travailler que les divergences qui sont dans des zones, déjà, vous allez voir que vous allez être proche des 60-70% de taux de succès. Donc ça, c'est une première astuce. Donc c'est pour ça que j'ai 2 graphiques sur mon espace journalier. Et plutôt que m'embêter, même si c'est rapide d'aller chercher, au moins je ne touche pas. Je bascule sur l'hebdo. Voilà. Si on connaît un petit peu les bougies, on peut voir qu'on a une étoile du matin sur la zone, donc ce qui renforce un peu notre sentiment. D'autant qu'on avait une belle mèche sous le corps, mais là, je ne vais pas vous faire ça. Je demanderai à Mme Walker si elle est OK pour la semaine d'après, si en plus dans la continuité de notre coaching, si on peut faire une partie sur les bougies japonaises, vous donner les plus efficaces pour moi, celles que je privilégie. Ça vous permettra encore plus de monter en compétences. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est clair pour l'instant? Je suis désolé, j'interromps un peu pour être sûr que vous suivez, mais ça me tient à cœur que vous interprétiez bien ce que je vous raconte. Donc si c'est clair, mettez-moi juste un petit OK. Super. Cool. Merci. Merci les amis. Donc ça c'est OK. On a parlé du CAC 40 donc, et de la force relative. Ça, attention, ça risque d'être un peu costaud pour vous si vous débutez, mais je vais essayer d'expliquer au mieux possible. Encore une fois, les actions font le marché. C'est-à-dire que le CAC il va principalement évoluer en fonction de ce que font les actions. Et donc, les divergences, c'est du contre-tendance. Ça veut dire une divergence baissière, je vends un titre qui monte. C'est ce qu'on appelle être en contre-tendance. Du coup, on va vérifier quel est le comportement du CAC et quel est le comportement de l'action face au CAC. Pourquoi? Parce que si j'ai une action lambda qui monte, sur lequel il y a une divergence baissière, par exemple, mais qu'on voit que cette action est complètement corrélée au marché avec un bêta de 1 et que la force relative est toujours haussière, j'ai bien évidemment moins de probabilité de succès qu'une même divergence baissière validée dans une zone de résistance sur un titre, qui est plutôt un titre qui évolue pas forcément toujours comme le CAC, donc qui a un bêta ou négatif ou en dessous de 0,5, et qui en plus propose une force relative baissière, c'est-à-dire qu'il est soit en train de perdre son avance s'il surperforme, soit en train d'aggraver son retard s'il sous-performe. Vous allez voir, on va voir ça en image. Donc pour ça, il y a besoin du market analysis, du graphique de l'AT Expert Investor Plus, qui est vraiment génial pour les actions. Outils. Alors je vais d'abord enregistrer les modifs qu'on a faites. Outils, graphique. Et là, je vais aller chercher, on peut taper dans la barre directement ici, force relative, ça va permettre de gagner du temps. Donc vous avez déjà quelque chose de base dans le logiciel Waldata qui est pratiquement la même chose. Mais vraiment, si vous en avez la possibilité, offrez-vous Investor Plus qui est vraiment une palette absolument géniale. Surtout, voilà, analyse de la performance et de la force relative. Et donc ce graphique, je vais le mettre toujours pareil en anglais. Et oui, je peux les renommer en bas, parce que sinon je m'y perds. Je ne sais plus si je suis mâle ou femelle, comme on dit chez moi en Normandie. Donc je vais mettre un clic droit sur chaque onglet et je vais les renommer. Donc celui-là, je vais l'appeler graphique jour. Celui-là, je vais l'appeler graphique hebdo. Et celui-là, je vais l'appeler force relative. Et la force relative, moi, je la mets en journalier, puisqu'on travaille des actions en journalier. Donc, je vais me positionner et je vais regarder les infos en journalier. Alors d'abord, Thales, qu'est-ce qu'on peut voir? Au moment de notre prise de décision, on venait de passer en force relative haussière. Donc, c'est-à-dire que c'est un titre qui non seulement surperforme le marché, c'est un titre qui a un bêta de 0,55. Donc, ça veut dire que c'est une action qui est moins sensible aux variations de marché. C'est ce qu'on appelle une action défensive. C'est une action qui surperforme et en plus qui vient de passer en force relative haussière. Donc, c'est une action qui a un comportement actuel. Et ça, je me rappelle qu'un des formateurs Waldata, je ne sais pas s'il fait toujours des formations chez Waldata, mais c'était l'une de ses clés de succès.
avait une règle très précise, et c'est celle aussi de Weinstein qui disait on n'achète jamais un titre qui propose une force relative face au CAC, ou en tout cas son indice baissière. Donc là, moi, ça avait validé. Donc non seulement sur Thales, on était sur une belle divergence validée, cassure du bruit, je vous expliquerai après ce que c'est. Forte probabilité de retournement dans l'assistant visuel. Divergence qui apparaît sur une zone de support. Et en plus, une force relative qui passe haussière. C'est-à-dire qu'on a feu vert partout. Alors, encore une fois, si c'était si simple, je mettrais 1 million d'euros sur Thales et j'attendrai. Le but, c'est d'avoir une forte probabilité de succès, mais 100% n'existe pas. Donc, restez prudent et, encore une fois, faites attention à la gestion de vos risques. Ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on commencez, j'imagine, à apprendre des choses que vous ne connaissiez peut-être pas, qui vont vous aider à avoir un meilleur taux de succès. Si on regarde L'Oréal, eh bien, tout simplement, L'Oréal, on a une divergence baissière qui est sur un plus haut historique, certes, mais on a un beau gap à combler, on a fait un avalement sur la bougie du 12 novembre. Si on regarde la bougie hebdo, alors on est sur un plus haut, là malheureusement elle ne nous donne pas trop d'infos, mais par contre au niveau de la force relative, on a une action qui surperforme, qui a un bêta proche de 1, donc qui est une action qui est quand même très corrélée au CAC, qui peut corriger parce que le CAC montre une toute petite divergence, et en plus la force relative venait de passer baissière le 8 novembre. Donc là, vous voyez, je valide ma divergence via la force relative. On va enregistrer notre espace de travail et on va mettre un quatrième graphique, toujours le même que celui qu'on a créé ensemble. Là, qui du coup va nous permettre d'aller sur le CAC 40. Et je vais bien décocher ici, je vais délier mon graphique aux autres puisque je veux qu'il reste tout le temps sur le CAC. Donc je vais essayer un petit bouton en bas à gauche ici, qui est présent sur tous les graphiques, qui permet de lier au market analyzer ou pas. C'est-à-dire que si je change dans le market, ça va venir changer sur tous les graphes qui sont liés et pas ceux qui sont déliés. Et donc moi je vais le délier, je vais le laisser sur le CAC. Pourquoi? Parce que la tendance du CAC, elle est évidemment très importante. Là, on est en tendance très haussière, mais on est potentiellement sur un... encore une fois, ça reste mon sentiment, mais je pense qu'on peut avoir une petite consolidation. Donc le but pour vous en tant qu'analyste technique trader, c'est de vous construire des scénarios. Et donc si j'estime qu'on va avoir une consolidation, je ne vais pas acheter des titres qui sont corrélés au CAC. Si j'ai un titre avec une divergence haussière ou que j'ai envie d'acheter un titre tout court avec un bêta de 1 face au CAC, qui fait quasiment et qui fait la même chose que le CAC, et que je pense que le CAC va corriger, je vais pas y aller. Vous comprenez bien. À l'inverse, j'ai un titre comme L'Oréal qui est quasiment corrélé au CAC. Je pense que le CAC va corriger, on a une force relative baissière, ça va m'aider. Ou, par exemple, je me rappelle que moi, en début d'année, à partir du septembre-octobre, j'ai cartonné sur les actions. Pourquoi? Parce que le CAC était sur un gros support sur la moyenne mobile 200, on avait un très beau marteau confirmé, et donc je pensais, on était là à ce moment-là, je pensais fortement que le CAC allait rebondir sur son bas de range et aller au moins chercher les 5140. Donc dans ce moment-là, je vais chercher un maximum de divergence haussière pour essayer de prendre les actions qui vont aller avec le CAC comme ça sur un rebond technique. Donc je vais chercher des divergences haussières sur des actions corrélées avec un bêta de 1 ou plus, qui en plus sont sur des supports LEC, etc. etc. Vous comprenez un peu la logique ou ça vous paraît un peu du chinois? Est-ce que vous comprenez bien la logique de ce que je viens de vous expliquer? Donc je répète, on analyse la tendance du CAC, on fait une analyse du CAC. Est-ce que la tendance est haussière? Oui, non. Si la tendance est haussière, du coup, je vais privilégier des titres à l'achat, sauf si le CAC est sur une résistance ou montre des signaux de retournement. Là, il n'a pas encore de signaux de retournement, mais si on imagine qu'il peut y avoir une petite consolidation sur le CAC, eh bien, on va essayer de trouver des titres qui ont une force relative baissière et qui ont un bêta de 1, ou me positionner que sur des divergences haussières, mais qui du coup sont sur des titres défensifs qui n'ont pas un bêta de 1, qui vont avoir comme Thales des bêtas de 0,5 ou moins, qui du coup peuvent évoluer à contre-tendance du marché. Donc pour ça, c'est vraiment une gymnastique mentale, mais il vous suffit de faire votre analyse du CAC, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, pour connaître les niveaux. Est-ce que le CAC est en tendance? Oui, non. Est-ce qu'il y a des signaux de retournement? Oui, non.
qu'est-ce que je privilégie? On est en tendance baissière, par exemple. Imaginez qu'on passe en tendance baissière sur le CAC assez forte. Est-ce que je vais acheter des divergences? Non. Je vais plutôt chercher des divergences baissières sur des titres qui sont corrélés, etc., etc. Donc ça vous permet d'avoir, et je vais renommer, un bel espace analyse CAC de travail identique à celui que j'utilise, qui va nous donner tout ce process. Le CAC en journalier, je peux l'analyser en hebdomadaire, Catherine. C'est la même chose. Simplement, si j'analyse le marché en journalier pour détecter des divergences en journalier, moi, je vais me contenter d'analyser le CAC en journalier, même si en hebdo, c'est aussi très important. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit haut de cœur. Voilà, c'est important aussi de pouvoir connaître le marché. Donc, n'hésitez pas, Catherine, à analyser le marché en hebdo aussi, au moins le vendredi, faire un point sur la bougie hebdomadaire. Donc, je répète le thinking process. On regarde le CAC, quelle est la tendance du CAC, quel est mon scénario sur le CAC, est-ce que j'ai des divergences? Oui, non. Quel type de divergence je privilégie en fonction de la tendance du CAC? Est-il haussier sans signe de retournement ou est-il haussier avec un signal de retournement? Est-il baissier, etc., etc. Et du coup, avec cette force relative. Donc là, vous avez vraiment tout. Pour information, cette colonne validation de divergence, elle vous permet de valider par d'autres indicateurs les divergences. En l'occurrence, par exemple, ici sur L'Oréal, on a en plus le WTI qui est en négatif, le World Data Instant Pressure Indicator qui montre une pression baissière, le stochastique, etc. Moi, je n'ai pas envie d'être perturbé, certains vont s'en servir. Moi, je vais masquer la colonne de façon à gagner encore plus de place dans mon espace de travail. Et donc, on va scanner le SRD, on va voir ça, pour avoir un petit peu plus de titres et pouvoir justement faire une petite analyse ou deux de quelques titres qui peut nous paraître intéressants. Ah, là, on commence à voir des choses. Donc, quand il y a une nouvelle divergence, ce qui est génial, c'est qu'on a un new ici. Ça permet de se concentrer. On a un new sur notre divergence. Donc là, on a une divergence sur Nokia. Alors, Nokia, d'abord, même avant de regarder la div, je vais regarder l'état technique de Nokia, la carte routière de Nokia. Est-ce que Nokia est une valeur qui a tendance plutôt à suivre le CAC ou pas? Alors, là, on voit que c'est un titre qui sous-performe le marché depuis très longtemps. Elle sous-performe de plus de 85% depuis notre début de l'analyse, ce qui doit être en 2011, si je ne dis pas de bêtises, non, 2016, pardon. 2016, c'est une action qui fait carrément moins bien que le marché. Et par contre, c'est une action défensive, puisqu'elle a un bêta qui est plus petit que 1. On a un bêta qui va plutôt avoir un comportement divergent, justement, du CAC. Alors, parfois, c'est des actions qui ne sont pas directement dans le CAC 40, qui sont dans un autre compartiment du marché français. Ça peut être une small caps. Moi, je les compare quand même toujours plus ou moins par rapport au CAC. Mais si on veut, on peut vraiment la comparer par rapport à son secteur ou par rapport au CAC small, par exemple, si on veut être le plus précis possible, ce qui reste globalement à peu près la même chose. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, Nokia, on est sur une action qui sous-performe, mais qui a une force relative, vous voyez, qui tend, qui n'est pas encore retournée, mais qui pourrait éventuellement, et encore une fois, le plus important, je crois, c'est de ne jamais anticiper l'analyse technique. Quand on croit connaître, on croit être au-dessus, et tiens, il n'y a pas encore de divergence, elle n'est pas encore validée, mais vu que j'ai peur que ça parte sans moi, je vais l'acheter quand même. Non, là pour l'instant, la force relative ne valide pas les choses, mais c'est pas grave. On peut la surveiller de près et dire dès que ça passe haussier, on peut se positionner si nos autres critères sont validés. Donc là, ça ne valide pas totalement, mais on imagine que ça puisse se retourner. Donc on va surveiller ça de près. Ensuite, au niveau hebdomadaire, Nokia, est-ce qu'elle est sur un gros support? On va regarder sur une semaine, alors je crois qu'on n'a pas trop d'historique là-dessus, sur Nokia. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on a l'air d'être sur un gros support sur Nokia? Est-ce qu'on est sur un très gros support, comme on aurait pu l'avoir ici, ou pas? Est-ce qu'on est sur un gros support, les amis, sur Nokia? Donc pour l'instant, ça invalide un peu notre stratégie, même si la bougie de la dernière bougie, pardon, je vais enlever le petit rectangle que j'ai fait là, est alléchante. On a un marteau, pas encore confirmé.
Donc, on sait bien que quand on casse un support majeur, on a souvent ce qu'on appelle un pullback sur le support avant, pourquoi pas, de repartir en tendance baissière. Mais là, pour l'instant, non seulement la force relative ne valide pas une entrée immédiate, mais en plus, on n'est pas sur un gros support. On va regarder en daily. La divergence, elle est belle, hein, elle est magnifique. Le bruit est validé. Elle a lieu en plus dans la zone entièrement, la zone de survente. Ça, c'est pas mes préférés, mais elle n'est pas dégueulasse. Maintenant, vous voyez, elle n'est pas sur un support. On a certes un gap à combler. Alors, ça peut être une div qui va fonctionner, mais au vu de mes critères de filtrage, en l'occurrence, cette histoire de support, résistance et de force relative, même si on a un new, même si on a un feu vert, je ne vais pas m'y intéresser. Donc, vous voyez, on vient, grâce à quelques astuces d'interprétation cohérente, simple et efficace, de s'empêcher peut-être de prendre une divergence qui a à la base, tout est possible, mais pas les meilleures probabilités de succès pour le coup. On continue. On va regarder le titre, par exemple, Valeo. Dis donc, Valeo. Alors, Valeo, c'est un titre qui a un bêta de 1,20. Donc, il va non seulement aller dans le même sens que le marché, mais il va être encore un peu plus sensible que le CAC. Donc, je vous rappelle que on imagine dans notre scénario que le CAC puisse corriger. Donc, si non seulement le CAC corrige et qu'en plus cette action a tendance à décupler ce que fait le CAC, à faire quand le CAC perd 1, elle a tendance à perdre 1,20, et qu'en plus on a une force relative qui vient de passer baissière, là on a un peu plus de probabilité de succès. Déjà. Donc déjà dans nos critères de filtrage, là pour l'instant c'est validé, non seulement par le bêta, mais en plus par la force relative. Ensuite en hebdo. Alors, en hebdo, est-ce qu'on est sur un... Je vais supprimer mon Fibo. Est-ce qu'on est sur une résistance ou une zone majeure? Je vous laisse me répondre. Alors, attention, Catherine, à toujours prendre un peu de recul sur vos graphiques. Je vous ai laissé le temps de répondre. Certes, on a validé un espèce de W où il y a une petite zone de support majeur ici. D'accord? Mais regardez, moi j'adore les zones de polarité. Regardez. Prenons un peu de recul. Regardez bien, Catherine. Résistance, résistance, résistance. Support, support. Est-ce qu'on n'est pas sur une super zone de polarité? Est-ce qu'on n'est pas sur une super zone? En plein dedans. En plein dessus. Génial. Donc, ça ne veut pas dire que 100%, mais on est sur une zone de prix qui a été énormément travaillée sur le titre depuis 2014. Depuis 2014, c'est une zone soit qui fait résistance, soit qui fait support. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quand on connaît un peu les bougies, on est en train de nous faire une petite étoile du soir. Bon, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors certes, il y a ce fameux W validé. Et bon, de toute façon, il y aura toujours un critère qui invalidera les choses. À un moment donné, si le ratio gain sur perte est là, si la probabilité de succès, on l'estime importante, si on a des éléments qui valident, on prend un tableau, on fait des plus, on fait des moins. S'il y a plus de plus, on y va. Le daily. Alors la divergence, elle est cool, elle est sur une zone. Est-ce qu'elle est validée d'après mes critères? Moi, vous connaissez peut-être pas mes critères, mais à l'intérieur de la divergence, donc on va se focus sur le RSI. Voilà, à l'intérieur de la divergence, j'ai ce qu'on appelle le bruit. Le bruit, c'est quoi? Vous voyez, c'est ce petit point ici, entre les deux points de la divergence sur le RSI. Moi, je prends le plus bas du truc, c'est ce que j'appelle le bruit. C'est Gérard Sagnier qui avait nommé ça comme ça. Et du coup, j'estime qu'une divergence est validée que si le RSI casse le bruit. Est-ce qu'on est en train de casser le bruit là actuellement? Donc tant que le bruit n'est pas cassé, j'estime qu'elle n'est pas validée.
J'attends une clôture sous le bruit. Donc j'attends que, là en l'occurrence on est en daily, j'attends qu'en daily, on ait une bougie qui permette au RSI de clôturer sous son bruit. Encore une fois, ça va vous éviter plein de fausses divergences. Plein de fausses divergences. Pardon. Donc là, on est en train gentiment de casser le bruit, c'est pas fait, donc je dois attendre la clôture daily, donc ce sera que ce soir, éventuellement, que je pourrais dire que le bruit est cassé, et du coup, valider ou pas ma divergence. Où est-ce que je dois mettre mon stop loss? La règle des divergences, elle est très simple. Si on fait un nouveau plus haut, elle est invalidée. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre son stop loss à 50% de hausse. On ne va pas le coller. Moi, je respecte quasiment tout le temps ce que nous donne l'outil de Wall Data. Parfois, je le mets un tout petit peu plus haut pour laisser un peu de marge de la respiration du titre qui peut nous faire une petite mèche. Mais normalement, quand on fait un plus haut, elle est invalidée. Donc ça ne sert à rien de mettre un stop trop loin. Quel est mon objectif potentiel? L'objectif potentiel, c'est 50% de retracement. Je ne demande pas le retournement de l'année. Je ne demande pas que le titre plonge. Je demande qu'il corrige la moitié de ce qu'il vient de gagner. Ça paraît cohérent. Un petit retour sur les plus hauts précédents, justement sur la zone des 29,60. Là, on a un super plan. Il nous le calcule, le ratio, l'outil. Regardez, il vous dit qu'il y a un rapport de 4,97. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de 4,97? Je suis désolé, je vais prendre Pent. Mais au moins, ça va être efficace. Vous avez déjà joué au tiercé, j'imagine. Vous avez peut-être déjà joué au poker. Les cotes, c'est très, très important. Vous connaissez qu'une cote de 3 contre 1. Je suis désolé, je le fais avec le feutre. Ou vous avez déjà vu des cotes de 2 contre 1, etc., etc. Ça, vous devez connaître. Quand on a une cote ou un ratio gain sur perte, mais ce n'est qu'une cote de 3 contre 1, est-ce que vous savez combien faut-il de trades gagnants pour être au moins à l'équilibre? 3 contre 1, donc ça veut dire qu'il suffit de gagner une fois sur 4, donc 25% du temps, pour ne pas perdre d'argent. Une cote de 2 contre 1, donc un ratio de 2, il nous suffit de gagner une fois sur 3, donc on additionne les deux chiffres, on prend une fois sur 2 plus 1, une fois sur 3 plus 1, ce qui donne en pourcentage ce que je suis en train de vous écrire. Donc une cote de 2 contre 1, on est sur 33%. Là, on a une cote de 5, on va arrondir à 5. C'est-à-dire qu'il suffit de gagner une fois sur 6. Une fois sur 6, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 18%. Même pas, entre 17 et 18% du temps. Pour être break-even. Ça veut dire que on ne va pas s'auto-juger sur un trade. Il y a des gens qui font de l'analyse technique, ils font 1 ou 2 trades perdants et ils changent de méthode. Ah ben non, ça marche pas, ouais, non. C'est sur 50, 100, 200 trades qu'on juge si quelqu'un est bien ou pas, ou si notre méthode est efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de tout perdre. C'est pour ça que le money management va venir nous aider en plus là-dedans. Mais là, j'ai une divergence qui n'est pas encore validée, mais en cours de validation, qui apparaît sur une zone de polarité importante, dont le titre a un comportement qui exagère ce que fait le CAC, avec un CAC qui pourrait corriger, et en plus une force relative baissière. Est-ce que c'est d'après vous, avec tous les critères qu'on a, vu qu'on a une cote de 5 contre 1, on a un ratio de 5 contre 1, est-ce que ma probabilité de succès est au-dessus de mon pourcentage nécessaire pour être break-even? Si je prends 100 trades dans mon année, c'est rare, mais pour que vous compreniez, c'est ça. Si je prends 100 trades avec un ratio de 5 contre 1, si j'en gagne au moins 19%, mais j'ai gagné des sous. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de 18% de chance de gagner ce trade? À la base, on a une chance sur 2, ou ça baisse ou ça descend. Mais je veux dire, cette divergence, est-ce que vous pensez qu'elle a plus de 18% de chance de aller chercher son TP? On sait qu'en moyenne, une divergence, c'est à peu près 50% de taux de succès, plus nos critères de sélection, les zones, la force relative, le machin, le truc. Pour moi, ma méthode, c'est à peu près 65% de taux de succès. Donc, partons du principe, allez, fourchette basse, on a 60% de probabilité de succès sur notre stratégie, donc on gagne 6 fois sur 10. Il faut de la psychologie d'accepter de perdre 4 fois sur 10, hein, mais
faut être bon pour continuer à appliquer quand on a perdu 4-5 divergences de suite, parce que ce ne sera pas 6 gagnantes, 4 perdantes. Ce sera peut-être 15 gagnantes, 10 perdantes, 2 gagnantes, 1 perdante. Ça dépendra. Mais à partir du moment où ma probabilité de succès est plus importante que le nombre de trades que j'ai besoin de faire pour être rentable par rapport au ratio gain sur perte, bien ma prise de décision sur le long terme me fait gagner des sous. Ça veut dire que même si celle-là ne fonctionne pas, si je suis méthodique, carré, et que j'applique comme un robot tout ce que je viens de vous dire, et je gagne même fourchette basse 50% de mes trades, vu que j'ai toujours des ratios de 3, de 2, de 2,5, de 4, je suis rentable. Ce qui fera que vous ne serez pas rentable, c'est les erreurs, c'est pas mettre de stop, c'est moyenner la baisse, c'est faire n'importe quoi, c'est se faire stopper sur une div, donc du coup la reprendre à l'achat, etc., etc. Mais est-ce que vous comprenez cette notion de, au lieu de se focus comme tous les débutants sur le résultat à court terme, qui n'a aucun intérêt, parce que si vous en gagnez 3 de suite, vous allez croire que vous êtes le plus fort, si vous en perdez 3 de suite, vous allez démoraliser, et plutôt se concerner sur des faits, des chiffres, des mathématiques. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ne pas se focus court terme, mais de se dire, voilà, moi je veux gagner en bourse, moi je veux savoir ce que je fais quand je prends des décisions, moi je veux gérer mes risques, et évidemment, à partir du moment où on sait pourquoi on est rentré, qu'on a fait valider les choses, qu'on a un bon money management, qu'on sait que notre décision elle est rentable sur le long terme, vous verrez que votre psychologie, elle va être bien moins mise à rude épreuve, et vous allez être beaucoup plus à l'aise dans votre système de prise de décision. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas très actif dans le chat. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Super. Donc, on va venir à la dernière étape. Et ça, ce qui est génial dans le logiciel, c'est que tout est pré-mâché, vraiment. On va utiliser l'assistant visuel qui s'appelle, il est là, Risk Management. Appréciez mon accent anglais, magnifique. Qui est là. Alors lui, son boulot, c'est de nous dire combien de titres je peux acheter. Encore une fois, on parle de money management. Moi, ce que je vous recommande, encore une fois, c'est ma méthode. Et moi, je vous le dis, je peux vous montrer mon track record quand vous voulez. Et je mets plein de choses en place pour prouver ce que je fais. Le but, c'est pas de faire ma pub aujourd'hui, donc on n'en parlera pas. Mais moi, je fais entre 35 et 40% par an. Avec du trading risqué. Attention, il y a du drawdown. Il y a des mois où je suis en perte. Il y a des trades que je perds. Mais à la fin de l'année, c'est ce que je fais. L'année dernière, j'ai fait 86%. Là, cette année, je suis à 40%. C'est bien. Pourquoi? Parce que je suis un peu fou. Mais je suis un fou raisonné. C'est-à-dire que chacun de mes trades, je vais ne risquer, sauf si je suis en très fort gain, que j'ai un peu d'avance et que je vais utiliser mes gains pour mettre un peu plus. Globalement, je ne vais pas utiliser plus de 1% de mon capital. Non pas sur la ligne. Nicolas qui confirme. Merci mon Nicolas. Non pas sur la ligne, on s'en fout de la ligne. Il y a des gens qui vont dire oui, moi j'ai 100 000 euros, je mets toujours 10 000 euros par ligne. Ça, c'est zéro. Ce qu'il faut faire, c'est mettre son capital. Par exemple, on va partir d'un capital de 50 000 euros. On va pas prendre 1 million, machin. Prendre 50 000 euros. Moi, je vous conseille de ne pas risquer plus de 1% de votre capital par trade. Pourquoi? Parce que dans les pertes, vous ne serez pas affecté émotionnellement. Quand on perd 1%, c'est pas très grave. Il nous reste 99% de notre capital. Et quand on gagne, et quand on est en train de gagner un trade, eh bien, le gain n'est pas suffisamment trop gros et ça nous permet de tenir notre plan jusqu'au bout. Quand on met trop, quand on perd, on n'a plus envie de les redonner, donc on recule son stop. Et quand on gagne, on coupe trop tôt. Donc vous mettez 1%, ce qui va vous permettre d'apprendre à tenir vos plans jusqu'au bout, dans le bien comme dans le mal. On va noter son plan. Donc on est sur Valeo. Donc on a dit on est short. Notre objectif c'est 29,59. Donc on peut mettre 29,65 histoire de viser un petit peu plus haut. Voilà, quelques centimes pour plus de succès. 36,21. Allez, on va mettre un tout petit poil plus 36,80 pour laisser une petite marge supplémentaire. Même si je pourrais respecter complètement le truc. Forcément, mon ratio change un petit peu. On n'est plus à 5, on est à 3,13.
Mais 3,13, ça fait, on dira 3, ça fait qu'il suffit de gagner 25% de nos trades. Donc ça reste une décision rentable. Eh bien, le logiciel, en mettant 1% de notre capital, l'effet de levier, on n'en veut pas, le cours d'ouverture, le stop, le TP, il va nous dire automatiquement combien de titres je peux shorter pour rester dans mon money management. Là, en l'occurrence, j'ai 289 titres et on respecte à la lettre les trucs pour 50 000 euros de capital. Donc, 289 titres fois 35,07. Ça nous fait une ligne à 10 135. Donc, on a plus de 20% de notre capital engagé sur ce trade. Évidemment, si vous avez un petit peu de levier, ça vous fera un peu moins marger pour vous. Mais vous voyez, j'ai 20%, mais par contre, je perds qu'1% si je perds. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre 150 titres simultanément. Je vais pouvoir en prendre 5, même si parfois, ce sera moins sur la marge requise. Mais là, j'ai un super plan. J'ai un super plan. Alors, encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est l'application de la stratégie. Moi, Valeo, je ferai ce que je ferai dessus. De toute façon, il faut attendre la clôture pour prendre notre décision. Mais là, on est parti du CAC, force relative, zone, divergence, money management, gestion de probabilité. Et là, on l'a fait, on a pris du temps pour expliquer. Mais une fois que vous maîtriserez ça, ça prend 1 minute. Clac, clac, clac. On check, on est bon. On n'est pas bon, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Là-dessus, c'est OK. Si vous faites ça, vous écoutez ce que je vous dis et que vous appliquez ce que je vous dis, je vous le garantis sur ce que j'ai de plus cher, vous finirez l'année, si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne faites pas n'importe quoi, si vous appliquez comme un robot ce que je viens de vous dire, vous serez en positif. Voilà. C'est une certitude, sauf si vous faites des erreurs, encore une fois, vous reculez votre stop, que vous ne mettez pas 1% mais 5%, que vous anticipez les divergences. Elle n'est pas encore validée, mais Romain il avait dit que, donc je vais la prendre quand même. Force relative, on s'en fout, etc., etc. Non, si vous déviez de 0,1% de la méthode, demain vous en dévierez de 10, et puis ensuite il n'y aura plus de méthode. Une méthode, c'est fait pour être respecté. Donc si vous respectez ça, sur le long terme, ça fonctionne. J'en suis l'exemple vivant. Moi, en ce moment, là, depuis 2-3 semaines, c'est pas évident. J'ai pris une divergence validée sur Rexel, je me suis fait stopper pour 4 centimes. J'ai pris une divergence sur Walt Disney, elle n'a pas fonctionné. Mais est-ce que pour autant, j'ai changé de stratégie? Est-ce que pour autant, je me dis, tiens, je vais utiliser Shimoku parce que là, non, je continue à appliquer. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je fais sur le long terme, c'est rentable. Et le court terme, c'est bien, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est à la fin de l'année, pouvoir dire, je ne fais pas partie des 90% ou des 85%, qui sont les vrais chiffres fournis par les brokers retail, donc particuliers, perdants. Moi, je veux faire partie des 15% de gagnants. Mais vous savez que faire partie du top 15% d'une discipline aussi dure que le trading, c'est pas facile. Si je commence le ski, j'habite en Andorre. Pourquoi je suis en Andorre? Parce que j'adore la montagne. Je suis en Andorre, je vais faire du ski. Je ne sais pas skier. Je achète des skis, l'équivalent du logiciel. Je vais sur la piste, l'équivalent du marché. Et je veux tout de suite être le top 15%. Non, il va falloir que je prenne des cours, il va falloir que je travaille, il va falloir que je continue, il va falloir que je sois motivé, il va falloir que je bouffe un peu du graphique, je bouffe un peu de la piste, en l'occurrence. Il va falloir que je ne lâche rien. Donc, c'est un long chemin. Mais à la fin, à force de travail, c'est possible. Le trading, c'est exactement la même chose. Les gens, ils arrivent, ils veulent faire partie du top. Ouais, t'as quoi comme espérance? Oh, rien, je viens de m'acheter le logiciel Wallmaster et je veux être un trader gagnant. Oui, et donc tu te formes un petit peu, tu travailles? Non, je suis toutes les divs non, ça marche pas comme ça. Il faut travailler un petit peu. Mais je vous assure que si vous travaillez correctement, ça marche. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Après, c'est à vous d'appliquer ou de ne pas appliquer. Donc voilà, restez attentif au money management, faites attention à vos émotions. Le fait d'avoir une méthode systématique comme les divergences avec des critères très clairs. Pourquoi je rentre? Bruit cassé. Pourquoi je me fais stopper? On a fait un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, c'est une divergence haussière. Pourquoi je prends mes bénéfices? Ah, parce qu'on est sur 50% de Fibonacci. Je ne suis pas non plus trop gourmand, je m'en vais. Pourquoi j'ai pris cette div? Parce qu'il y a le ratio, la force relative et on est sur une zone. Et c'est tout. C'est simple, vous avez vos critères. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes en train de kiffer chez vous avec des frissons
les bras vers le ciel ou est-ce que non? Faites-moi un plaisir dans le chat. Puis évidemment, il faut que ce soit quand même un peu une passion. Si vous le faites que pour un aspect financier, c'est moins rigolo. Quel plaisir d'avoir raison sur une action qu'on a pris au plus haut ou au plus bas. Quelle satisfaction personnelle de vous dire, voilà, moi j'ai acheté ou j'ai vendu L'Oréal, tout le monde l'achète, machin sur Twitter, il a dit que c'était machin, je l'ai vendu, j'ai fait une divergence, j'ai pris 15%, j'ai respecté ma méthode jusqu'au bout, j'ai été clair, j'ai été systématique, quel plaisir, quel plaisir. Ça donne j'en ai des frissons rien qu'en parler. On va regarder par exemple une qui a très bien marché, Eutelsat Communication. Est-ce qu'on était sur une zone? On peut voir que alors les zones parfois sont un peu larges, mais effectivement on était sur un plus haut précédent. Donc c'était pas une grosse zone de résistance, mais on était sur le plus haut précédent. La force relative venait de passer baissière sur Eutelsat au moment de la divergence. D'accord? Donc on n'était pas encore. La divergence, elle est apparue, elle n'était pas encore validée, mais le 30 octobre, ok. Et pour voir la Gecina, alors là, vous voyez, on a un contre-exemple, c'est intéressant aussi de voir que ça ne peut pas marcher à tous les coups. Est-ce qu'on était sur une grosse zone? On était sur un précédent plus haut, ce n'était pas la meilleure zone, je vous avoue que je ne l'aurais pas forcément prise. Et au moment de la divergence, je crois qu'on était en... Ouais, bon, on a un beau petit contre-exemple, c'est sympa. Ça fait du bien de temps en temps de voir qu'on n'est que des humains et que parfois ça ne marche pas. Pour avoir un peu plus d'exemples, je vous propose de d'abord faire une petite pause, puisqu'il est 15h10, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Donc on va faire une petite pause de 10 minutes. Si vous avez des questions, notez-les. On passera à la partie questions dans la dernière demi-heure. Et puis, je me permettrai d'aller sur le marché américain, voir un petit peu si on a des petites choses intéressantes sur le marché US, à voir s'il y a de la div ou quelque chose à se mettre sous la dent. Rendez-vous donc dans 10 minutes, 15h20. Et puis, je vous dis à tout de suite, les amis. Merci. Voilà de retour, les amis. Alors, on a déjà quelques questions avant d'aller voir un petit peu le marché US et rappeler ce thinking process de prise de décision. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit document ensemble. Petite note que vous pourrez copier ou faire une capture d'écran, ce que vous voulez. On a Stéphane qui nous demande quels sont les outils qui permettent de remplacer la force relative. Alors, tu as déjà dans ton logiciel Wallmaster quelque chose qui ressemble, qui s'appelle force relative valeur VSK 40, qui est presque la même chose. Regarde, tu vas voir, hop. On peut déjà s'en sortir un petit peu avec ça. Tu vois, la force relative est baissière quand c'est rouge. Il suffit de te mettre une petite moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, c'est une moyenne mobile. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revoie ça. Mais je crois que c'est une moyenne mobile 10, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, non, mais chez IG, me parlez pas d'IG, me parlez pas de broker comme ça. Je ne vais pas en entendre parler. Surtout eux. Surtout pas de swing chez des brokers comme ça. S'il vous plaît. À la limite, pour du day trading, pourquoi pas, mais non. Tu nous mets une petite moyenne mobile. Alors, on va essayer de la retrouver. C'est une petite moyenne mobile. On va mettre ça. Hop. Ah, nous, c'était MMA. C'est une MME. Voilà, la 9. Ça a l'air d'être la 9. C'est la 9. Voilà, donc ça peut t'aider à définir la force relative, si tu veux. Sinon, évidemment, le module Investor Plus est vraiment génial. On va regarder un peu sur le marché US. On va aller voir le Standard & Poor's. On va regarder le S&P 500. Il y a 500 valeurs. Allez, on y va. Et écrivez-moi vos questions. Alors, vous demandez les avis sur machin, qu'est-ce que tu penses de trucs. C'est pas l'idée. Hein. Chacun son broker. Quand on regarde un broker, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment les frais
mais pas que. Il faut regarder est-ce qu'il y a un service client qu'on peut contacter facilement, est-ce que les retraits sont possibles rapidement, est-ce qu'il y a une application mobile éventuellement pour que je suive mon portefeuille rapidement, quels sont les plus de ce broker vs un autre. Voilà, moi j'ai 2 brokers différents avec lesquels je travaille. Bon, là, je ne dirai pas lesquels parce que ça c'est pas l'objectif du jour. Mais voilà, j'ai trouvé mon bonheur et puis voilà, regardez pas que les frais, même si c'est important bien sûr. Moi, mon broker, sans levier, il n'y a pas de frais sur les actions, pour vous dire. Donc voilà, après, chacun son truc. Alors, on a plusieurs divergences. Ça, c'est intéressant. On va commencer par les nouvelles. Et évidemment, là, on regarde le Standard & Poor's. Alors, un Standard & Poor's, tendance très haussière. Est-ce qu'on a un signal de retournement? Pas pour le moment. Donc, si on veut prendre une divergence baissière, on bascule dans la stratégie qui consiste à travailler des actions qui sont pas trop corrélées au CAC et au Standard & Poor's et qui ont une force relative qui, elle, est baissière. Donc, on va se concentrer sur les nouvelles. On a, par exemple, une que j'ai prise à l'instant. Elle est où? Elle est là. Celle-là, je l'ai travaillée. Alaska Air Group. Donc, analyse, non pas CAC, évidemment, on est sur le Standard & Poor's. Standard & Poor's, on pourrait avoir une consolidation du marché américain. Là, on a un petit signal aujourd'hui de retournement. On a une force relative qui vient de passer baissière. Première chose. Évidemment, on compare par rapport au Standard & Poor's et pas par rapport au CAC. Force relative qui vient de passer baissière. Attention, ça reste une action qui est quand même plus ou moins corrélée. Donc, il faut que mon scénario se valide au niveau du retournement du Standard & Poor's. Petit 2. Est-ce qu'on n'est pas sur une grosse moyenne mobile hyper majeure? Est-ce qu'on n'est pas sur un gros élément technique et proche d'une zone de résistance, les amis? Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On fait quand même la semaine dernière une étoile du soir. En daily, la div apparaît juste sous la zone de résistance, elle est validée. On a une forte probabilité de succès puisqu'on a une probabilité de retournement qui reste assez élevée. On a un ratio de 3. Elle est validée. Moi, j'ai pris cette divergence. Pour info. 50%, TP2 bas de range, stop au-dessus du range, j'ai mis même, je n'ai pas respecté ce stop là, j'étais un petit peu plus large. J'ai mis un stop au-dessus du plus haut précédent et je vais chercher en TP2 le plus bas précédent. Donc je vais faire un TP1 qui est sur les 50%. Et là, je vais un peu plus loin dans la méthode. Je vais me mettre un TP2 un petit peu plus important qui est le précédent plus bas. Ok. On va regarder les autres. Bank of America, par exemple. Ok, attention, c'est une action qui exagère un peu ce que fait le Standard & Poor's. Est-ce qu'on est sur une zone? Donc on peut passer en revue toutes les divergences qui sont, vous voyez, ça permet de filtrer. On peut regarder, là on est sur le précédent plus haut, sur lequel on fait un harami la semaine dernière. Génial. En daily, on voit bien cette divergence. Elle n'est pas encore validée. Donc quand on a une divergence qui n'a pas validé la cassure de son bruit, ce que vous pouvez faire dans votre logiciel, vous faites un petit trait horizontal au niveau du bruit de la div. Hop. Et vous pouvez vous mettre une petite alerte. Clic droit, mettre sous alerte. Et là, si le RSI vient casser le bruit, gling, 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 j'ai une petite alerte du logiciel. Donc celle-là, elle n'est pas encore bonne à prendre. Mais si elle valide son bruit, elle sera bonne. Charter Communication. Intéressant ça. Mais si je prends pas de recul et si je regarde que le daily, ok, on fait un avalement, mais quel est le graphique hebdomadaire? Ah, on est sur un plus haut historique. Oh, on a une force relative qui vient de passer baissière. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, mais sur plus haut historique, je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Donc moi, ce que je fais pour gagner du temps, c'est que je me mets sur le graphique hebdo et je filtre mes nouvelles divs qui ont lieu que, tu vois, par exemple, c'est le gène, c'est pas ok, qui ont lieu que sur une résistance. On peut prendre ça, pardon. Voilà, on est presque sur une résistance majeure. Donc le presque, ça ne nous intéresse pas. On veut de la div, pas en presque. Là, on est sur rien du tout. Ah, quoique. J'allais dire on est sur rien, mais vous voyez, on est quand même sur une zone assez travaillée. Ah, quand même. Mais c'est pas non plus l'Amérique. Dover.
Là, on est sur une résistance, mais c'est pas... Le but, c'est vraiment d'aller chercher la crème de la crème, le top du top. Des grosses résistances, comme là, comme ici. Résistance au précédent plus haut. Hein. Là, par exemple, on est sur le précédent plus haut. On a une force relative qui est baissière. On a une diff qui a validé la cassure de bruit, qui a même fait un petit pullback sur le bruit. Top du top, ça, Illinois. Et on va plus vite. Là, on est sur rien du tout. Garmin, c'est compliqué. On est sur un plus haut historique. Est-ce que vous comprenez un petit peu la réflexion? Tiens. C'est 31 décembre, dommage. McDo. Je l'ai prise, McDo, moi. Même si on a une probabilité de retournement. Pourquoi je l'avais prise, McDo, à l'époque? On est sur une zone de polarité hebdo. Précédent plus haut cassé, on sait très bien qu'en général, sur ce genre de titre, on vient souvent se réappuyer sur le précédent plus haut cassé. Ça a été le cas ici. C'est souvent le cas sur les titres US. On a une très belle bougie la semaine précédente. On a une force relative qui, au moment de mon entrée, était repassée haussière. Et voilà, la divergence avait validé la cassure de son bruit. Donc je l'ai prise. J'ai un stop sous le plus bas. Il n'est pas glissant, mon stop. J'ai un stop sous le plus bas. Il a déjà pris 2,81. J'avais un très beau ratio. J'ai pris. Delta Airlines, c'est une action dont on avait parlé également. Elle avait fait une div sur cette zone ici. Regardez le travail de cette zone magnifique. Support en octobre, résistance en février, support en juin. Très, 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 très grosse zone de polarité. Divergence haussière. Et au moment de notre achat, force relative haussière. Bim! Et un CAC qui montre un Standard & Poor's qui ne montrait pas encore trop de signaux de retournement, qui n'en montrait même pas du tout. Très intéressant. Encore une fois, le but, c'est de cumuler vos arguments pour avoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez-y, posez-les-moi si vous avez des questions. Dans la manipulation des choses, à moins que ce soit très clair pour vous et on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux. Il vaut mieux faire 1h40 super efficace que absolument 2 heures en disant rien les 20 dernières minutes. Vous êtes 17, vous avez forcément des questions. Posez-moi tout ce qui vous passe par l'esprit. Alors on a le gold qui explose, là, qui rattrape bien. Je regarde en même temps le marché. Qui rattrape bien. Ok. Alors, Catherine qui nous demande ce que c'est le bruit. Alors, on va prendre une div et tu vas bien comprendre. Vous allez bien, pardon, excusez-moi Catherine. Vous allez bien comprendre ce que c'est. C'est l'ouverture US au passage. J'ai la chance d'avoir 12 écrans sous les yeux. Alors, le bruit, Kesako. On va prendre une divergence assez claire. Là, par exemple, on en avait une très très claire sur le McDonald's. Vous voyez, Catherine, à l'intérieur de votre divergence, je vais vous mettre le surligneur. Donc, entre ce point-là et ce point-là, le RSI évolue. Là, en l'occurrence, il est venu monter et redescendre à l'intérieur de la divergence. Donc, le bruit, c'est tout simplement dans une divergence haussière le point le plus haut sur le RSI. Que je vais essayer de vous le mettre en évidence encore plus facilement, si possible. Donc, je vais vous isoler la divergence pour que vous puissiez bien comprendre. Et on va mettre le RSI en plus grand, comme ça. Voilà. Regardez. Si je fais un trait horizontal pour isoler la divergence donc entre ces deux points, le bruit, là, en l'occurrence, c'est ce petit point ici. C'est le plus haut. Et donc, j'estime que la divergence est validée. Je vais vous faire un truc large pour que vous compreniez bien. À partir du moment où on fait une clôture au-dessus du bruit. À l'inverse, dans le cas d'une divergence baissière, là, on en a un très bel exemple sur Bristol.
Elle est là, mais elle n'est pas encore validée. Regardez bien, on va isoler la divergence sur l'indicateur. Hop. Et donc le bruit, c'est le point le plus bas. Ce point-là. Et donc j'estime que on ne validera la div que là-dessus. Que quand on casse ce bruit. Mais j'utilise pas les divs sur d'autres indicateurs, Stéphane, donc je ne peux pas vous dire. Alors le stochastique, c'est le MACD, c'est à peu près la même chose, mais concentrez-vous uniquement sur les divergences RSI déjà. Et une fois que vous serez rentable, pourquoi pas élargir à d'autres, une sphère, un spectre un peu plus complet. Ne vous dites pas j'en rate. Vaut mieux être bon sur un indicateur que moyen sur 4. Est-ce que c'est clair pour vous, Catherine, cette notion de bruit? Vous trouvez ça clair? Donc la divergence est considérée comme validée. Tu peux me dire je me sentirais moins vieille. Ah. Ok, Catherine. Est-ce que tu as trouvé ça clair? J'attends toujours la permission d'une femme pour la tutoyer. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? N'hésitez pas, vous avez la disposition à un trader. À moins que ça ne vous intéresse pas, mais allez-y, posez-moi tout ce que vous voulez. On ne va pas oublier d'enregistrer son espace de travail, évidemment. Et vous avez vu, encore une fois, l'idée c'est d'avoir quelque chose de systématique et de savoir ce qu'on fait. Quand on sait ce qu'on fait, on le fait bien. On est en pause, on ne stresse pas, on a mis 1%, on n'a pas tous les œufs dans le même panier. Et voilà, quand on prend un stop loss alors qu'on a respecté sa règle, on ne s'en veut pas, on en veut au marché, mais il a toujours raison, donc c'est déjà beaucoup plus facile à accepter. Eh bien, on va encore l'élaborer, il n'est pas encore totalement défini. On va encore élaborer les choses. Pourquoi pas parler du Forex? Comment vous pouvez faire un espace de travail sur du Forex en multi-période? Je pense que c'est intéressant aussi de voir une autre classe d'actifs. Parce qu'il y a de belles opportunités sur le Forex. Je vous donnerai un peu mes astuces, comment nous ici on travaille le Forex, comment vous pouvez combiner actions Forex, éventuellement vous hedger. On parlera aussi de la notion de carry trading et de swap. Si Mme Walker et l'équipe Data sont d'accord, on parlera un peu Forex. Encore une fois, tout en élaborant une façon de travailler. Pour mercredi prochain, et jeudi et vendredi, on verra ce qu'on fera peut-être quelque chose d'un peu plus poussé encore. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, mais aussi dans la manipulation du logiciel, parce que voilà, le but, c'est que vous l'ayez bien en main. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui de manipulation, même des choses qui sont hors sujet des divergences, profitez-en. Je le connais par cœur. L'objectif, c'est quand même que vous soyez le plus à l'aise possible dans votre outil et que vous soyez autonome. Après, voilà, il va falloir travailler. Pas de secret. Moi, ce que je te conseille, pardon Catherine, c'est de rester autonome dans ton logiciel. Parce qu'un broker, moi j'en ai changé plusieurs fois dans ma carrière. Parfois parce que j'étais insatisfait de l'un, parfois parce que j'avais plus de capital, donc je voulais aller passer du CFD au contrat futur, etc., etc. Et en fait, si tu utilises des outils qui sont liés à un broker, le problème c'est que si tu changes de broker, tu vas être perdu, puisque tu seras obligé de changer de logiciel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser le logiciel complètement indépendant de n'importe quel broker et de continuer à trader, à passer vos heures sur la plateforme de votre courtier, que ce soit IG, FXCM, Bourse Direct, eToro, IG, peu importe, on est obligé de tous les citer. Un très bon Saxo Bank, enfin des choses comme ça. On s'en fout, ça. À la limite, gardez votre plateforme broker pour passer vos ordres, même si vous êtes sur du futur. Moi, ma plateforme broker aujourd'hui, il n'y a pas de graphique. Je travaille chez un broker américain avec des frais relativement réduits. Je travaille que sur le Dow Jones sur ce broker-là. Il n'y a pas de graphique. C'est juste une palette, je vais vous le montrer. C'est juste une palette de prise de décision. Regardez, je vais vous montrer mon courtier.
je prends toutes mes décisions dans mon outil d'analyse technique. Et mon broker, il me sert juste... Voilà mon broker. Ouais. Donc voilà. Je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je me connecte. Pardon, je ne suis pas connecté au marché. Donc j'ai accès au carnet d'ordre. Et voilà mon broker. Voilà, pour acheter au marché, pour vendre au marché. Terminé. Donc, je ne sais pas si, je suis désolé, c'est peut-être un peu pas commercial de vous dire ça comme ça, mais gardez votre outil Wallmaster pour prendre vos décisions, et puis la partie passage d'ordre, faites-le avec votre broker, mais comme ça, au moins, si demain vous changez de courtier, vous en foutez, puisque vous avez votre chemin de prise de décision ne change pas. Donc, je sais qu'on peut relier le logiciel avec plusieurs brokers. Je sais plus qui. Et puisque de toute façon, vous avez des décisions qui vont être prises à la clôture, sur du swing trading, vous avez le temps de passer 2 ordres à côté. Commencez pas à vous stresser. Plus on ajoute de stress, plus on fait des erreurs. Donc, ne vous stressez pas, la vie. C'est pas parce que vous allez plus vite dans votre passage d'ordre que vous allez être meilleur, hein, les amis. On prend des décisions à la clôture. Moi, je regarde pas les actions à 3 centimes près, je m'en fous. Je vérifie un peu mes titres à moi, justement, par rapport aux actions. Donc, Thales, je suis bien. Nvidia, je suis bien. Genfit. Alors, je vais vous parler de l'action de Genfit rapidement. Parce qu'il y avait une petite divergence, justement, à l'époque. C'est pas ça le plan. Hop, on va supprimer ça. Voilà. Il y a une action sur laquelle il y a beaucoup de particuliers qui se sont fait plumer parce que, justement, il n'y avait pas de notion de timing. Ils ont cédé à ce qu'on appelle l'euphorie, peut-être comme le Bitcoin en fin 2017, où les gens regardaient même plus à quel prix ils achetaient l'actif, et ils entendaient parler, ils avaient peur de rater. Et donc Genfit, malheureusement, a subi ça. Parce que c'est un titre qui a été quand même très haut à une époque, qui a été à 70, alors qu'elle est partie de 2-3 euros, l'accélération dernière. Et du coup, il y a plein de petits porteurs qui sont rentrés là. Et ils sont collés. Donc la notion de timing est hyper importante. Pourquoi je me suis positionné sur Genfit? Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Alors elle n'est pas encore totalement validée. J'avais d'autres arguments, notamment ce qu'on appelle une vague de Wolf. Je peux vous expliquer ce que c'est si vous en avez le temps. Mais très belle divergence haussière dans le cadre d'une vague de Wolf, double vague de Wolf. D'abord une petite vague de Wolf en daily. Un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est jamais comme dans les livres. 1, 2, 3, 4 et 5. Une vague de Wolf, c'est quoi? C'est quand on a après une accélération, on a 3 points alignés qui forment les points 1, 3, 5, qui pour une vague de Wolf haussière sont alignés à la baisse. Seulement 2 points hauts qui sont les points 2 et 4, et un point 4 qui doit être entre le point 1 et le point 2. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une configuration vague de Wolf. Et donc l'objectif, c'est quand on relie les points 1 et 4, ça nous donne une ligne qui est censée être touchée par le cours. Donc on avait une petite vague de Wolf en journalier. Une plus grosse vague de Wolf en hebdomadaire. Encore une fois, c'est pour ceux qui connaissent. Alors je vais prendre un peu de recul. Voilà. Avec un point 5 qui dépasse un peu, mais qui réintègre. « 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais assez rapide. Grosse vague de Wolf en hebdo. Donc ça reste du chartisme, encore une fois. C'est une méthode autre que celle des divergences, mais qui est assez efficace. Si vous voulez, on pourra travailler ça la semaine prochaine un peu plus en détail.
Du coup, vague de Wolf, divergence haussière hebdomadaire. Bon, force relative qui, au moment de notre entrée en position, était passée haussière face au CAC ou face à son secteur. Et puis en hebdo, on avait un petit signal sympa, on avait un marteau confirmé. Donc voilà pourquoi j'avais pris ma position sur Genfit. Donc encore une fois, à la base, grâce aux divergences hebdo. Et puis pour terminer cette vidéo, on peut peut-être aller voir un peu les divergences hebdo, justement, sur le SRD. Donc tout part des divs. Et le but, c'est que vous ayez, un peu comme Robin des Bois, plusieurs cordes à votre arc. Et puis voilà, tout part de la div. Et puis après, derrière, on met les choses dans leur contexte. Avec plaisir, Catherine. Donc là, on a une divergence sur Manitou validée. Quelle est la force relative hebdo de Manitou? Puisqu'on est en hebdo, elle est baissière. Face à son secteur, elle est baissière face au CAC. OK. On a une belle divergence sur Ingenico. Ingenico. Alors, est-ce qu'elle est... Oh, j'avais pas vu celle-là d'ailleurs. On est sur un niveau intéressant, qui est le précédent plus haut. Elle n'est pas encore validée, donc je la surveille en cassure de bruit. Force relative, on est passé baissier, même si c'est une action, vous voyez, qui est plutôt défensive. Et en daily, on peut attendre la cassure de la MM50 ou la validation du bruit. Donc là, on a une opportunité qu'on va mettre dans notre panier, qu'on va surveiller, qui n'est pas encore validée. En plus, on a un ratio de 8, on va attendre un petit peu. Si elle se valide, on aura peut-être un ratio de 4. Et du coup, on a compris que c'était rentable. Alstom, bon là il y a eu un gris-gris, donc vous voyez ce genre de divergence on ne prend plus. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a baissé, on a refait un plus haut, on oublie ça, c'est caca, on ne prend plus ça. Donc encore une fois, vous avez toutes les clés désormais pour valider ou invalider, filtrer les résultats systématiques de l'outil Wallmaster XE. J'essaie de vous donner aujourd'hui un maximum d'astuces pour affiner vos choix. J'ai essayé de vous donner un maximum de clés pour comprendre. Et puis, évidemment, répondre à vos questions. N'oubliez pas que c'est un long chemin de devenir quelqu'un d'ultra rentable sur les marchés. Moi, ça m'a pris 4 à 5 années avant de enlever le stress lié à ma prise de décision parce que voilà, aujourd'hui, je suis complètement OK, mais voilà, il faut du temps il faut se laisser le temps aussi. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même. C'est pas parce qu'on est extrêmement motivé qu'on veut arriver à quelque chose qu'on doit être pressé. N'oubliez pas que seuls 15% des particuliers en trading gagnent. Donc laissez-vous le temps d'atteindre cet objectif. Et il n'y a pas de secret dans la vie. Quand on se donne les moyens de réussir, quand on fait tout pour réussir, quand on met en pratique des méthodes et quand on est motivé, et quand on applique et quand on travaille et quand on reste respectueux de son truc, pas trop gourmand, etc., etc. Voilà. Quand on se donne les moyens en tout cas d'y arriver, on y arrive. Et puis voilà, ça viendra. Et si vraiment vous en avez perdu 20 sur 20, bah là c'est qu'il y a un problème et n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui gère les choses, en tout cas qui arrive, moi par exemple, pour éventuellement, via peut-être d'autres événements Equal Data, enlever les nœuds qui vous empêchent de réussir dans ce domaine. Merci en tout cas de votre temps, j'espère que ça vous a plu, on était en petit comité, mais normalement c'était... j'espère que vous avez pris votre pied. Moi, c'était le cas. J'adore partager, j'adore accompagner les gens dans leur réussite. Donc voilà, merci à tous de votre temps. Je vous souhaite une belle soirée. Je suis un peu déçu du chat. Il n'y en a que 2 qui utilisaient le chat. Bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus convivial. Prenez-en compte pour la prochaine fois. Et j'espère que vous avez appris des choses. C'est le principal. Merci à tous. C'est plus Waldata qu'il faut remercier. Et à bientôt les amis. Merci. Ciao. Bye bye.